Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Mbuji-Mayi, Kisangani, Kenge, Kindu, Gemena, Kalemi, Bukavu, Lusambo, iWeb. L'actualité objective pour vous et avec vous en toute impartialité. Top 15, votre instant quotidien d'actualité. iWeb. À vous la parole. Nouvelle semaine, nouveau départ avec une nouvelle énergie. Le top 15 de ce lundi 31 mai reçoit un député national, Jean-Jacques Mamba, cadre du MLC. Avec lui, nous allons discuter des sujets chauds de l'actualité congolaise. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Bonjour Jean-Jacques Mamba, c'est un grand plaisir pour nous et un privilège de vous recevoir pour ces top 15. Bonjour. Cela fait près d'un an que vous êtes inaudible, plus d'émissions, d'interviews. Est-ce dire que vous avez tiré les leçons de votre activisme? Bon, vous avez amplement raison. J'ai quand même pris le temps de la méditation. Il faut quand même savoir que j'ai connu un procès qui était long, qui est épilogué sur un non-lieu, parce qu'effectivement les accusations alléguées étaient totalement fausses, mais il fallait le démontrer et cela a pris beaucoup de temps. Et puis, il faut un temps à la réflexion. Il y a des changements majeurs politiques dans notre pays. Vous avez bien vu que la coalition KHFCC a été démantelée au profit de l'Union sacrée. On est en train d'observer, de voir, essayer aussi d'accompagner dans la mesure du possible les efforts qui sont fournis. Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut, pour tout homme politique, à un certain moment, de prendre un peu de recul pour mieux analyser les situations et mieux se relancer. Vous avez appliqué le principe qui dit faire du silence votre allié? Non, pas vraiment. Vous savez, à un moment donné, il faut éviter les redites. J'ai quand même été porte-parole d'un parti pendant 5 ans. Je me suis exprimé sur beaucoup de sujets de la société. Mais c'est avec beaucoup de remords que je remarque que nous n'avons pas évolué et que nous sommes en train effectivement de tourner en rond. Et donc à partir de ce moment-là, le politique que je suis ou les politiques que nous sommes devront vraiment réfléchir pour changer la donne, pour modifier le paradigme qu'est notre pays, c'est-à-dire un pays qui a vocation de devenir une grande puissance d'Afrique, mais qui malheureusement vole très bas. Et depuis, les choses ont rapidement changé. Aujourd'hui, on parle de l'Union sacrée. Nous savons que le MLC, votre parti, a adhéré et que donc vous y êtes. Attendez-vous de faire le bilan de l'Union sacrée en 2023 si vous comptez vous représenter? Écoutez, l'Union sacrée, ce n'est pas un sacerdoce. Le chef de l'État, la première institution de la République, a appelé chacun de nous à un sursaut dans le cadre de sa vision, qui est d'améliorer le social, la sécurité et les aspects socio-économiques finalement au bénéfice de la population congolaise. Je pense que c'est un vœu que nous émettions tous depuis très longtemps. Je pense aussi que ça a été le leitmotiv de plusieurs actions gouvernementales dans ce pays. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors, de là, épiloguer sur une candidature en 2023 et la soutenir ipso facto, je ne pense pas. Je pense qu'en ce qui me concerne personnellement, je suis féru des résultats, féru de la méritocratie et dans une certaine mesure, je ne peux pas endosser, comme je vous le dis ici, ce n'est pas un sacerdoce, c'est-à-dire que nous avons accepté dans le cadre de mon parti, dans le cadre du MLC qui adhère à l'Union sacrée, d'accompagner le chef de l'État. Et ça n'a rien à voir avec une campagne électorale pour un deuxième mandat, parce que je pense que parmi nous, notamment M. Jean-Pierre Bemba, comme tant d'autres, ont cette aspiration, peut-être même dans l'Union sacrée, de devenir candidat à la présidence de la République, mais je ne pense pas que nous nous sommes mis ensemble par rapport à cet objectif-là. Nous nous sommes mis ensemble par rapport à la volonté et à la nécessité de voir les choses un peu changer après 18 ans de règne de M. Kabila et l'échec de la coalition FCC-CACH. Nous avons pris l'engagement de tourner cette page et de voir comment nous pourrions répondre très rapidement aux impératifs que nous imposent les défis de notre société, de notre pays. Donc je veux bien faire un distinguo entre l'adhésion à l'Union sacrée et le projet électoral de M. Tshisekedi qui, s'il, dans une certaine mesure, rencontre les préoccupations des Congolaises et Congolais, pourra briguer son deuxième mandat. Il sera réélu, ça peut arriver, mais comme ça peut ne pas arriver. Donc je pense que cette question-là, à cause de sa sensibilité, devrait être mise, être postposée pour un débat aux alentours de 2023, janvier, février, mars. Tout porte à croire que l'Union sacrée, à l'image du FCC, est la matrice de la campagne pour le deuxième mandat du président Tshisekedi, dont il ne se cache plus. Pourrions-nous en déduire que M. Jean-Pierre Bemba renoncera à ses ambitions pour soutenir ses deuxième mandats? Bon, je ne peux pas le dire à sa place. Je pense qu'il a toujours eu cette ambition, même si elle n'a pas été concrétisée en 2006, 2011 et 2018 alors qu'il était invalidé. Mais pour le peu que je connaisse de lui, je ne le vois pas sacrifier ses ambitions présidentielles au profit d'une quelconque coalition, à moins qu'il y soit contraint.
Et dans la mesure du possible, je ne pense pas, en tout cas au regard de la situation, qu'il sera éligible. Donc je pense qu'il sera éligible et par-dessus tout, s'il est éligible, je pense qu'il va quand même se présenter devant le Congolais avec son projet. Maintenant, est-ce que le fait d'adhérer à l'Union sacrée nous conduirait ipso facto à soutenir la candidature du président Tshisekedi? Je ne le dirais pas ainsi, parce que je pense que lui ne nous a pas invités dans l'Union sacrée pour sa candidature. Il nous a invités dans l'Union sacrée pour des objectifs précis que nous essayons de réaliser, raison pour laquelle même dans le gouvernement, il y a quand même des membres du MLC, des éminentes personnalités, du MLC comme d'autres partis qui ont accompagné l'Union sacrée. Et on verra bien dans la réalisation de ces objectifs s'il faille redéfinir cette fois-ci cette matrice qu'est l'Union sacrée, la transformer en une plateforme électorale au profit du président Tshisekedi. Je pense que nous ne sommes pas encore là. Et donc, je ne vais pas m'avancer sur ce genre de débat parce que il y a aussi Moïse Katumbi qui est aussi, je pense, qui sera peut-être candidat ou qui veut être candidat. Il est aussi membre de l'Union sacrée. Je pense que ces questions-là seront réglées politiquement. Et même s'il n'y a pas compromis, chaque Congolais a le droit de prétendre à la magistrature suprême pour autant que la population lui accorde la confiance et les voies nécessaires pour y accéder. Vous voyez le président Jean-Pierre Bemba être éligible en 2023? Les juristes répondront mieux à cette question. En ce qui nous concerne, nous avions fait notre partition dans le cadre de la proposition de la loi électorale, la loi Lokono. Nous avions essayé de créer un parallélisme, sinon une corrélation entre une proportionnalité, pour mieux dire, entre la peine et l'inéligibilité. Ça veut dire qu'une personne qui est condamnée à 2 ans ne peut pas être inéligible plus de 2 ans. Et par rapport à la condamnation contre M. Jean-Pierre Bemba, qui portait sur l'atteinte à l'administration de la justice, sa condamnation, il a déjà purgé sa peine. Et donc, partant de ce principe-là, il n'y aurait aucune raison qui l'empêcherait d'être candidat à la présidentielle. Allez, là, je parle en termes de vœux. Les juristes vont continuer les débats, mais je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas, en tout cas. Parce que déjà, à la base, lorsque vous regardez dans son casier judiciaire, il n'a jamais été condamné pour corruption. La loi électorale, l'article 10 parle de corruption. Il a été condamné pour atteinte à l'administration de la justice. Donc, à partir de ce moment-là, cette infraction n'étant pas dans notre code pénal, en tout cas pas sujet à l'inéligibilité, je ne vois pas pourquoi à l'époque la Cour constitutionnelle avait tranché en disant que sur cette base-là, on assimilait la subordination à la corruption. Mais je pense que les choses ont évolué, je pense qu'il a purgé sa peine, je pense que nous allons faire évoluer la loi électorale, pas simplement pour lui, mais pour permettre à tous les candidats épris de ce désir de représenter les Congolais et de réaliser des projets ambitieux, puissent avoir accès à... Il ne faut pas une politique d'exclusion parce que ça va apporter de l'instabilité. En tout cas, je lui souhaite cela et je pense qu'il sera candidat, enfin, je l'espère. Il y a levé des boucliers en RDC. Noël Tchani semble avoir suscité beaucoup d'enthousiasme sur l'idée de réserver la présidence de la République aux Congolais des pères et des mères. C'est d'ailleurs ça l'actualité chez nous. Il s'est dit que la candidature de Moïse Katumbi pose problème pour le camp Tshisekedi. Qu'en pensez-vous? Mais je pense d'abord que, allez, pour revenir sur M. Noël Tchani, que j'ai connu à Bruxelles à l'époque, il m'avait invité à l'hôtel Conrad, nous n'avions eu que des débats sur des questions économiques. Je pense qu'il est assez outillé pour cette question-là. Et il était candidat à la Banque centrale, après il était candidat président de la République, et puis il s'est porté candidat à la Banque centrale. Je suis d'abord étonné de le voir s'acharner sur une question qui est une question strictement philosophique, parce qu'on peut retourner la question en disant quel est le bilan de tous les dirigeants qui ont été de pères et de mères congolais, quel est le bilan socio-économique? Allez, 60 ans après l'indépendance, nous sommes quand même le pays le plus pauvre du monde, et la plupart de ceux qui sont énumérés, que ce soit dans les rapports de l'IGF ou dans la commission des biens mal acquis à l'époque, c'était des Congolais de père et de mère. Je pense que le civisme va au-delà de tout cela. Vous pouvez avoir un étranger à qui vous confiez des responsabilités qui les fait mieux qu'un patriote, mais là, cela ne veut pas dire que vous pouvez exposer votre code de la nationalité à tout vent. Ça veut dire que vous n'allez pas quand même permettre à ce que tout le monde puisse venir faire la fête ici dans le pays. Mais je reviens sur cette question de nationalité pour dire qu'il est quand même malsain en ce moment-ci. Parce que ça donne l'impression de stigmatisation. J'ai suivi sa dernière interview dans laquelle il insultait, il traitait Mouyambo de bâtard. Donc là, je pense qu'il est dans les extrêmes.
et je ne le reconnais plus. Donc, dès lors qu'il est motivé par autre chose que le patriotisme et qu'il est dans le populisme, parce que je l'ai suivi aussi sur Télé 50 où il disait que chaque fois qu'il fait un tweet, c'est toute la planète qui bougeait. Je ne sais pas de quelle planète il parlait. Mais voilà, moi sur cette question-là, je reste zen. Toute personne qui est de nationalité congolaise, même si un des parents ne l'est pas, mais si cette personne-là n'a pas acquis une autre nationalité que congolaise, je pense que cette personne devrait et devra, a le droit ou a l'accès à la candidature à la magistrature suprême. Autant il peut avoir l'accès à d'autres postes, à d'autres responsabilités, que ce soit au niveau de la députation nationale, des assemblées, des institutions. Il peut être aussi chef de corps. Donc c'est un faux débat parce que aujourd'hui, lorsque vous prenez, prenons le président Obama. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est plus grave. Lorsque vous êtes né de 2 parents américains, mais que vous n'êtes pas né aux États-Unis, vous n'avez pas accès à la magistrature suprême. Donc, c'est comme pour dire que si vous êtes né aux États-Unis et que vos 2 parents ne sont pas américains, vous avez quand même accès. Pourquoi? Parce que vous avez la nationalité américaine. Et donc, un enfant né d'un père belge et d'une mère congolaise, qui se réclame être congolais, qui est né avec la nationalité congolaise, déclaré à la naissance comme congolais, a les mêmes droits que quelqu'un qui est né de père et de mère parce que ils sont tous congolais. En 20 secondes, voyez-vous de la récupération politique dans cette proposition de loi de Noël Tchani? Quand j'ai suivi sa dernière interview dans laquelle il traitait M. Mouyambo de bâtard et qu'il disait de manière insidieuse que la vocation de certaines gens c'est le commerce, c'est s'occuper d'équipes de football, je crois qu'il visait bien M. Moïse Katumbi et non seulement c'est sélectif, c'est insidieux, mais c'est déstabilisateur. Aujourd'hui, je pense que ce pays a besoin d'unité. De toutes les façons, on ne développera pas seul. On a besoin des pays voisins, on a besoin des énergies nouvelles, on a besoin d'investisseurs étrangers et commencer avec une politique de stigmatisation d'entre guillemets de ceux qui seraient qualifiés comme étrangers ne va pas nous rassembler, ne va pas nous aider à nous relever de plus vite que nous pourrions. Je pense que c'est assez sélectif. Premièrement, il n'est pas député. J'ai vu qu'il a été reçu à l'Assemblée nationale, il a été aussi reçu au Sénat. Je me pose la question de savoir si n'importe quel citoyen congolais peut... Déjà, nous, pour voir notre président de l'Assemblée nationale, on remplit des audiences et ce n'est pas toujours évident. Donc, je ne vois pas à quel titre, lui, devrait être reçu. On devait lui adjoindre des députés pour l'aider à la conception de cette loi. Je ne comprends pas. Donc, ça laisse penser qu'il y a quand même une certaine pression politique. Et je pense que si cette pression existe, elle devrait baisser parce que il faut que le meilleur parmi nous soit candidat en 2023 ou du moins président en 2023 et les gens doivent se concentrer sur le travail. Toutes les politiques qui visent à exclure les uns et les autres ne vont pas nous aider, en tout cas vont davantage nous diviser, nous déstabiliser. Des minutes très agité. Noël Tchani qui est revenu avec cette proposition de loi. En dehors de ça, il y a les confessions religieuses ainsi que les associations de la société civile qui semblent se distancer des réformes, des pseudo-réformes proposées à la PAJ. Quel est votre commentaire en tant que député national sur cette loi? Mais vous savez, nous sommes quand même le pays qui est champion des incongruités. Vous avez des politiciens qui vous disent que nous voulons une commission électorale nationale indépendante. Ça, c'est le principe de base. Il faut qu'elle soit indépendante. Mais en même temps, ils vous disent qu'elle doit être indépendante, mais nous devons la contrôler. Ça veut dire que nous devons appliquer la proportionnalité de la représentativité à l'Assemblée nationale parce que nous devons contrôler cet organe indépendant. Donc si nous contrôlons l'organe indépendant, il ne l'est plus. Pour moi, on devrait dire commission électorale nationale. Parce que dès lors que le bureau est constitué de politiques, qui chacun vient d'une certaine famille et dont la proportionnalité reflète la majorité à l'Assemblée, cela veut dire en d'autres termes que ceux qui sont majoritaires à l'Assemblée, donc ceux qui ont le pouvoir, seront majoritaires à la CENI et elles cessent d'être indépendantes. Donc je pense que les craintes poussées par les confessions religieuses ainsi que les associations qui militent pour des élections transparentes sont des craintes qui sont fondées dès lors que le souci premier était de dépolitiser et de voir comme cela se fait en Afrique du Sud dans quelle mesure on peut avoir des modes de désignation des membres de la CENI qui soient apolitiques et qui donnent ou qui offrent le plus de garanties. Le chef de l'État a reconnu que la communication relative aux éruptions volcaniques était défaillante. Avez-vous l'impression que les Warriors ont fait les nécessaires? Sinon, que préconiseriez-vous? Et ce sera votre dernier. Bon, écoutez, vous savez, c'est une catastrophe, c'est un imprévu, mais vous savez, le gouvernement aussi l'anticipe. Je pense nous avions déjà l'information qu'il y aurait des secousses sismiques et que le volcan pourrait sortir de ses gonds. Maintenant, ce que j'ai peut-être regretté, c'est, vous savez, nous avons un ministère de la communication
Et nous avons aussi une chaîne nationale. Malheureusement, on n'a pas eu l'impression et je crois que cette impression que nous n'avons pas eue a été partagée par le chef de l'État, que tout avait été mis à pied d'œuvre pour que nous soyons informés en temps et en heure de ce que le gouvernement fait. Les seules images qui ont circulé, ce sont les images de la MONUSCO qui essayait d'encadrer et de donner à manger à tous ceux qui partaient. Et nous n'avons pas eu autre chose comme information, parce que l'information dans ce genre de cas, c'est un reporter qui est sur place, qui est sur la RTNC. C'est comme quand il y a France 24 qui vous donne le reportage d'heure en heure de ce qui se passe et de ce que le gouvernement fait. Malheureusement, à ce jour, il y a très peu de communication sur ce que le gouvernement ou les Warriors ont fait. Et on a eu l'impression qu'on a demandé aux gens de partir sans rien prévoir du tout. Donc c'est un peu de l'amalgame, c'est un peu de l'amateurisme. Mais bon, on ne va pas leur tenir vraiment rigueur dès lors que c'est la première expérience. C'est vraiment comment je veux dire, le premier test grandeur nature de la capacité des Warriors à rencontrer les problèmes de la population. C'est un test qui est, on va dire, pour l'instant défaillant, mais j'espère que dans les jours qui suivent, ils vont se rattraper et faire le nécessaire pour que non seulement nous soyons informés, mais que toutes ces populations qui ont été obligées de quitter leur domicile puissent être encadrées, sécurisées et nourries au besoin. Jean-Jacques Mamba, vous avez disponibilisé de votre temps pour nous recevoir. Top 15 vous dit merci. Je vous remercie aussi. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour un prochain numéro de Top 15. iWeb.